Dans un bureau de police à Bordeaux, les murs blanchis par le temps absorbent la lumière froide d'un néon. L'odeur du café noir, corsé, flotte dans l'air, mêlée au cliquetis incessant d'un clavier. Sur le bureau de Claire Laurent, une photo de famille, modeste mais chaleureuse, contraste avec l'austérité de la pièce. Assignement off the case, Claire, commandante aguerrie de 42 ans, reçoit l'ordre d'enquêter sur la découverte macabre du corps d'Étienne Martin, détective porté disparu depuis 2012. Initiale évidence, dans le tonneau où il fut retrouvé, un enregistreur vocal révèle la voix d'Étienne, grave et résolu, dénonçant un réseau de blanchiment d'argent impliquant l'élite bordelaise. Personal connexion, en écoutant ces mots, Claire est hantée par le souvenir d'un collègue jadis détruit par la corruption, une ombre qui ravive sa peur de suivre le même chemin moral dilemma, déchiré entre son aspiration à la justice et un besoin profond de donner un sens à son métier, et la crainte d'exposer sa famille au danger. Claire se tient au bord d'un précipice. Sa détermination, mêlée de vulnérabilité, tisse un lien avec le spectateur. La justice, murmure-t-elle, exige de défier les ténèbres. Dans la lumière douce d'un après-midi d'automne, la maison de Sophie Martin, nichée dans la banlieue paisible de Bordeaux, exhale une mélancolie discrète. Le jardin, bordé de lavandes aux teintes mauves, frissonne sous une brise légère, tandis que l'odeur chaude du pain tout juste sorti du four flotte dans l'air, vestige d'une vie familiale brisée. Les murs du salon sont ornés de photographies fanées, Étienne Martin, sourire éclatant, tenant la main de Sophie lors d'un pique-nique au bord de la Garonne, ou posant fièrement en uniforme de policier. Chaque image est un rappel cruel des 13 années de vide qui ont suivi sa disparition en 2012. Claire Laurent, commandante de police au regard déterminé mais marqué par une fatigue ancienne, franchit le seuil de cette maison, son carnet à la main, prête à plonger dans l'abîme du passé. Sophie, une femme de 40 ans aux traits délicats mais creusés par le chagrin, accueille Claire avec une politesse distante. Ses yeux, d'un brun profond, trahissent une lutte intérieure entre l'espoir ténu de connaître la vérité et la crainte que celle-ci ne réduise en cendres les souvenirs précieux de son mari. Assises autour d'une table en bois patiné, sous la lumière tamisée d'une lampe ancienne, les deux femmes entament une conversation lourde de silence. Claire, avec une douceur calculée, pose des questions sur Étienne, cherchant à comprendre qui il était avant de devenir une ombre dans un tonneau scellé. Sophie parle doucement, sa voix tremblante comme les feuilles d'automne dehors. Elle raconte comment Étienne, un détective intègre, rentrait souvent tard, le regard hanté par des secrets qu'il ne pouvait partager. Il parlait parfois de Luc Bernard, un comptable de la maison de vin Château du Bois, un homme qu'il soupçonnait de manipuler les chiffres pour cacher des transactions douteuses. Un autre nom revient, Antoine Lefebvre, son ancien supérieur, un homme charismatique mais ambigu, dont les décisions semblaient parfois dictées par des forces invisibles. Chaque mot de Sophie est un fil fragile reliant le présent au passé, et Claire sent le poids de cette enquête s'alourdir. Elle observe les mains de Sophie, crispées sur une tasse de thé refroidi, et comprend que cette femme n'est pas seulement une veuve en deuil, mais une âme suspendue entre l'espoir et le désespoir, comme si la vérité pouvait à la fois la libérer et l'anéantir. Sophie se lève soudain, comme poussée par une impulsion, et conduit Claire vers un petit grenier poussiéreux, où l'odeur de vieux papier et de bois vieilli emplit l'air. Dans une boîte en métal rouillé, cachée sous des couvertures usées, elle trouve un carnet de cuir, ses pages jaunies par le temps. C'est le journal d'Étienne, un recueil de notes méticuleuses sur des transactions financières suspectes, des dates, des noms, des chiffres. Chaque ligne, tracée de sa main ferme, parle d'un réseau de blanchiment d'argent infiltré dans les caves opulentes de Bordeaux, un monde où le vin, symbole de raffinement, masque la corruption. En tournant les pages, Sophie s'arrête sur une photographie glissée entre deux feuillets, Étienne, riant sous un chêne, ses enfants dans les bras. Une larme coule sur sa joue, silencieuse, et elle serre la photo contre son cœur, comme si ce geste pouvait ramener un fragment de l'homme qu'elle a aimé. Claire, immobile, sent une douleur familière remonter en elle, celle d'une collègue perdue jadis, victime de la même corruption qu'Étienne combattait. Elle comprend que ce carnet n'est pas seulement une preuve, mais un testament, un cri muet pour la justice. Sophie, déchirée entre le désir de protéger les souvenirs d'Étienne et la nécessité de révéler la vérité, remet le carnet à Claire, ses mains tremblantes. Ce geste,
simple mais lourd, marque un tournant, la douleur de Sophie devient un moteur, une flamme vacillante mais obstinée pour la justice. Claire, en quittant la maison, sent le poids du carnet dans sa poche, comme si elle portait le destin d'Étienne. Dehors, les lavandes ploient sous le vent, et la vérité, encore floue, commence à prendre forme dans l'ombre. Dans le cœur battant de Bordeaux, où les rues pavées résonnent encore des échos d'un passé opulent, le bureau de Luc Bernard se dresse comme une enclave de silence oppressant. L'odeur âcre de l'encre d'imprimerie se mêle à celle du papier jauni, tandis que la lumière pâle d'une lampe de bureau peine à percer l'obscurité d'une fin d'après-midi d'automne 2025. Le tic-tac incessant d'une vieille horloge murale rythme la tension, comme un métronome de la vérité qui s'apprête à surgir. Claire Laurent, commandante de police au regard acéré mais marqué par une lassitude profonde, pousse la porte de ce réduit encombré de dossiers. Elle est venue pour confronter Luc Bernard, un comptable de 50 ans dont le nom, murmuré par Sophie Martin, plane comme une ombre sur l'affaire d'Étienne Martin, le détective retrouvé mort dans un tonneau scellé à Château-du-Bois. Luc, un homme au visage émacié et aux mains nerveuses, lève les yeux de ses registres avec une méfiance instinctive. Ses lunettes glissent sur son nez, et une goutte de sueur perle sur son front alors que Claire pose sur le bureau une photocopie de la carte de police d'Étienne, usée par 13 ans d'oubli. La pièce semble rétrécir sous le poids de cette confrontation, chaque mot de Claire tombant comme une pierre dans un étang stagnant. Elle parle avec une autorité mesurée, mais ses questions sont tranchantes, exigeant des réponses sur le lien de Luc avec Château-du-Bois et les secrets qu'Étienne poursuivait. Luc, d'abord réticent, tente de détourner le regard, mais la voix de Claire, ferme et implacable, le ramène à l'inévitable. Sous la pression, ses défenses s'effritent, et il commence à parler, sa voix tremblante comme les feuilles d'un chêne sous un vent d'octobre. Il avoue, dans un souffle presque inaudible, avoir été complice d'un acte odieux, sous les ordres de Victor Renaud, un baron du crime aujourd'hui disparu, il a aidé à dissimuler le corps d'Étienne dans ce tonneau maudit. L'argent, murmure Luc, était une tentation trop forte des milliers d'euros pour un homme qui croulait sous les dettes et rêvait d'une vie meilleure. Mais ce pacte avec le diable l'a rongé depuis. Chaque nuit, confesse-t-il, il revoit le regard d'Étienne, un homme qu'il n'a jamais rencontré mais dont la mort pèse sur sa conscience comme un fardeau de plomb. Claire, immobile, écoute ce récit, ses doigts crispés sur le bord du bureau. Elle sent une colère sourde monter en elle, mais aussi une étrange pitié pour cet homme brisé, piégé entre sa cupidité passée et son désir de rédemption. Luc révèle alors un détail crucial, Victor Renaud, un homme dont le nom évoque encore la crainte dans les cercles criminels de Bordeaux, orchestrait un réseau de blanchiment d'argent à travers les maisons de vin de la région. Château-du-Bois, avec ses caves anciennes et ses registres impeccables, servait de façade pour des transactions illicites, masquant des fortunes issues du crime. Ce réseau, murmure Luc, était plus vaste qu'Étienne ne l'avait imaginé, impliquant des figures puissantes dont les noms restent hors de portée. Cette confession ouvre une porte vers un mystère plus profond, mais elle place aussi Claire face à un dilemme, peut-elle faire confiance à Luc, un homme qui a vendu son âme pour de l'argent? Son instinct de policier lui dit que Luc, rongé par le remords, pourrait être un allié, mais son expérience lui rappelle que la vérité est souvent un piège. Alors que la lumière du jour s'éteint derrière les rideaux poussiéreux, Claire quitte le bureau, le cœur lourd. Le tic-tac de l'horloge semble la suivre, un rappel que chaque seconde rapproche l'enquête d'une vérité dangereuse. Luc, resté seul, fixe la chaise vide où Claire était assise, son visage marqué par un mélange de soulagement et de terreur. Il sait que parler l'a peut-être libéré d'un poids, mais l'a aussi exposé à des forces qui n'hésiteront pas à le faire taire. Pour Claire, cette rencontre n'est que le début d'un chemin semé d'embûches, où la tromperie, comme un vin frelaté, empoisonne tout. La vérité, comprend-elle, est un luxe que l'on paie cher, et Luc, dans sa faiblesse, lui a montré qu'il est plus facile de se mentir à soi-même que d'affronter ses péchés. La nuit enveloppe Bordeaux d'un voile épais, où les ruelles pavées luisent sous la pluie fine, réfléchissant les lueurs vacillantes des réverbères. L'odeur humide de l'asphalte et des feuilles mortes sature l'air, tandis que le vent murmure des avertissements que seuls les plus attentifs perçoivent. Claire Laurent, commandante de police au regard hanté par une quête inachevée, arpente ces rues sombres, son manteau trempé collant à sa peau. Depuis sa confrontation avec Luc Bernard, elle sent une menace grandissante,
comme si les ombres elles-mêmes conspiraient contre elle. Le carnet d'Étienne Martin, soigneusement rangé dans son sac, pèse lourd, chaque page un pas de plus vers une vérité aussi dangereuse qu'un vin empoisonné. Mais ce soir, alors que l'horloge marque minuit passé, un appel anonyme fait basculer son monde dans une peur viscérale. Une voix rauque, déformée par un filtre électronique, résonne dans son téléphone, « Arrêtez l'enquête, ou votre fille paiera le prix ». Les mots, froids et précis, s'enfoncent comme une lame dans le cœur de Claire. Elle pense à sa fille, Élise, 16 ans, dont le sourire innocent illumine encore ses soirées. Debout sous un réverbère clignotant, elle serre son téléphone, le souffle court, tandis que la pluie ruisselle sur son visage. La menace est claire, mais son serment à Étienne rendre justice à cet homme dont la voix résonne encore dans l'enregistreur l'empêche de reculer. Elle sait que chaque pas dans cette enquête est un pari contre sa propre sécurité, un sacrifice qu'elle n'avait pas pleinement mesuré jusqu'à cet instant. Déterminée, Claire se lance dans une traque silencieuse, suivant une piste menant à Théo Renaud, le fils de Victor Renaud, le criminel qui avait ordonné la mort d'Étienne. Théo, 38 ans, est une énigme, un homme élégant, au regard perçant, mais prisonnier d'un héritage empoisonné. Dans un bar discret du quartier Saint-Pierre, où l'odeur de cigares et de cognac flotte dans l'air, Claire l'observe de loin. Théo, entouré d'hommes en costume sombre, semble à la fois maître et esclave de son empire criminel. Elle note ses gestes nerveux, ses regards furtifs, comme s'il cherchait à échapper à l'ombre de son père tout en s'enfonçant dans ses péchés. Claire perçoit en lui une lutte intérieure, un désir de rompre avec le passé, mais une ambition dévorante qui le pousse à reprendre le flambeau du réseau de blanchiment d'argent. Cette complexité la trouble, Théo n'est pas un simple méchant, mais un homme déchiré, tout comme elle l'est entre son devoir et sa peur pour Élise. Alors qu'elle intensifie sa surveillance, un autre coup dur frappe. Une comptable de Lyon, qui avait promis de témoigner sur des transactions liées à Château du Bois, disparaît sans laisser de traces. Son appartement, visité par Claire, est un chaos de tiroirs renversés et de papiers déchirés, l'odeur du désordre encore fraîche. Ce n'est pas un simple hasard, mais un message, ceux qui osent parler sont réduits au silence. Chaque témoin qui s'évanouit resserre l'étau autour de Claire, amplifiant la pression qui pèse sur ses épaules. Elle se rend chez elle, dans un petit appartement du centre-ville, où les parfums familiers de lavande et de pin frais ne suffisent plus à apaiser son esprit. En vérifiant les serrures, elle imagine Élise endormie à l'étage, vulnérable. La peur, comme une vague froide, menace de l'engloutir, mais la voix d'Étienne, enregistrée dans ce maudit tonneau, résonne dans sa mémoire, lui rappelant pourquoi elle continue. Dans ces rues humides de Bordeaux, où chaque coin d'ombre semble cacher un danger, Claire comprend que la justice a un prix. Elle pourrait abandonner, protéger sa fille, vivre une vie paisible. Mais ce choix trahirait l'héritage d'Étienne, un homme qui a payé de sa vie pour dévoiler la vérité. Alors qu'elle s'éloigne dans la nuit, son pas déterminé malgré la pluie battante, une certitude s'impose, poursuivre cette enquête, c'est accepter de sacrifier une part de soi. La vérité, comme un vin rare, demande du temps et du courage pour être révélée, mais à Bordeaux, sous les étoiles voilées, chaque pas de Claire la rapproche d'un abîme où la justice et la peur s'entrelacent. La pluie a cessé, mais l'obscurité persiste dans les faubourgs de Bordeaux, où une maison abandonnée, à l'écart des vignobles, cache un secret enfoui. Claire Laurent, la commandante de police au regard hanté, descend prudemment les marches d'un escalier vermoulu menant à une cave secrète. L'odeur de terre humide et de moisie sature l'air, et le goutte-à-goutte incessant de l'eau résonne comme un conte à rebours. À la lueur vacillante de sa lampe torche, les murs de pierre brute semblent murmurer des vérités oubliées. Claire, le cœur battant, fouille un coin obscur où des caisses poussiéreuses s'entassent, vestiges d'un passé que quelqu'un voulait effacer. Ses doigts, tremblants d'anticipation, découvrent une liasse de documents jaunis, cachés dans une boîte métallique rouillée. Ces pages, griffonnées de l'écriture nerveuse de Victor Renaud, un baron du crime aujourd'hui disparu, dévoilent une vérité qui dépasse l'imagination. Étienne Martin, le détective assassiné, avait mis au jour un réseau international de trafic d'armes, impliquant non seulement des figures bordelaises, mais aussi des officiels français et étrangers. Chaque mot lu par Claire, sous la lumière tremblante, est une révélation glaçante.
Les documents détaillent des livraisons clandestines, des comptes bancaires offshore, et des noms codés désignant des hommes de pouvoir. Étienne, avec son obstination légendaire, avait frôlé un secret trop grand pour un seul homme, un secret qui l'a conduit à sa perte dans un tonneau scellé de Château du Bois. Claire sent une vague de vertige l'envahir, cette découverte élargit l'enquête au-delà de Bordeaux, vers des sphères où la justice semble hors de portée. Mais avant qu'elle ne puisse approfondir, une autre piste la mène à Théo Renaud, le fils de Victor, un homme de 38 ans au charme trouble, héritier d'un empire criminel qu'il semble à la fois diriger et maudire. Dans une opération tendue, orchestrée dans l'ombre des quais de la Garonne, Claire et son équipe arrêtent Théo dans un entrepôt désaffecté, où l'odeur d'huile et de métal rouillé emplit l'air. Menotté, Théo garde un silence énigmatique, ses yeux trahissant une lutte intérieure. Claire perçoit en lui un conflit profond, il est déchiré entre la loyauté envers la mémoire de son père et la peur d'être trahi par ceux qu'il sert. Elle espère qu'il parlera, qu'il livrera les noms derrière ce réseau, mais avant qu'il ne puisse le faire, une nouvelle tragédie frappe. Théo est retrouvé mort dans sa cellule, officiellement par suicide, mais les marques suspectes sur son corps suggèrent un assassinat. Claire, en inspectant la scène sous la lumière crue d'une morgue, sent un frisson la parcourir. Quelqu'un, quelque part, veille à ce que la vérité reste dans l'ombre. Cette perte intensifie le dilemme qui ronge Claire. Les documents qu'elle tient entre ses mains sont une arme à double tranchant, les rendre publics pourrait démanteler un réseau criminel, mais aussi provoquer un scandale politique et mettre sa vie, ainsi que celle de sa fille Élise, en péril. Debout dans cette cave humide, où chaque goutte d'eau semble compter les secondes qui la séparent d'une décision, Claire est confrontée à une question brutale, jusqu'où est-elle prête à aller pour honorer la mémoire d'Étienne? Son désir de justice, ancré dans un besoin profond de donner un sens à son métier, se heurte à la peur viscérale de tout perdre. Théo, avant sa mort, incarnait une lutte similaire, piégé entre l'héritage empoisonné de son père et une aspiration à la rédemption qu'il n'a jamais atteinte. Alors que Claire remonte à la surface, les documents serrés contre elle, la nuit bordelaise semble plus lourde, comme si les étoiles elles-mêmes refusaient de briller. Chaque pas dans cette enquête la rapproche d'un abîme où la vérité est à la fois un trésor et une malédiction. Les noms dans ces pages des hommes puissants, intouchables au son des ombres qui la guettent. Pourtant, la voix d'Étienne, enregistrée dans ce tonneau maudit, continue de résonner dans son esprit, un appel à ne pas abandonner. Dans ce Bordeaux où le vin cache des secrets amers, Claire comprend que la vérité, comme une vendange tardive, peut être trop lourde pour un seul cœur, mais elle n'a d'autre choix que de porter ce fardeau. La nuit enveloppe la maison de Sophie Martin, nichée dans la banlieue paisible de Bordeaux, d'un silence oppressant. Sous la lumière argentée de la lune, qui perce à travers les rideaux légers, l'odeur familière des lavandes du jardin est étouffée par une tension palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Nous sommes en octobre 2025, et la maison, autrefois refuge d'une famille heureuse, est devenue le théâtre d'un drame imminent. Claire Laurent, commandante de police au regard durci par des semaines d'enquête, est assise à la table de la salle à manger, face à Sophie. Les deux femmes, liées par la quête de justice pour Étienne Martin, scrutent les documents découverts dans la cave, des pages qui brûlent de vérités dangereuses sur un réseau de trafic d'armes. Mais avant que Claire ne puisse poser une question, un bruit sourd, comme un pas furtif sur le gravier dehors, brise le silence. Les ombres semblent s'animer, et un frisson parcourt l'échine de Claire. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre avec violence, et des silhouettes masquées surgissent, leur voix rauque exigeant les documents d'Étienne. Sophie, pétrifiée, serre une photo de son mari contre sa poitrine, ses yeux écarquillés par la peur. Claire, l'instinct en alerte, attrape son bras et la tire vers la cuisine, où une porte arrière mène au jardin. Les pas des intrus résonnent derrière elle, lourds et implacables, tandis que l'odeur de la nuit humide, mêlée de terre et de pluie récente envahit leurs sens. Claire, le cœur battant, guide Sophie à travers l'obscurité, mais les ombres les rattrapent. Dans une ruelle étroite derrière la maison, elle se retrouve encerclée, les faisceaux de lampes torchées dansant comme des spectres. Les hommes, visages masqués, brandissent des armes, leurs ordres secs coupent en l'air, donnez les documents, ou vous ne verrez pas l'aube. Sophie tremble, mais Claire, malgré la peur qui lui serre la gorge, garde son sang-froid,
cherchant une issue. Alors que tout semble perdu, des sirènes déchirent la nuit, et des phares aveuglants illuminent la ruelle. Les renforts, alertés par un collègue de Claire, surgissent juste à temps. Une brève fusillade éclate, un chaos de cris et de pas précipités, mais les assaillants s'évanouissent dans l'obscurité, laissant derrière eux une menace suspendue. De retour dans la maison, Sophie, encore secouée, s'effondre sur une chaise, ses mains crispées sur la photo d'Étienne. Claire, le souffle court, comprend que cet assaut n'était pas un hasard, quelqu'un, haut placé, veut étouffer la vérité à tout prix. Mais Sophie, dans un élan de courage qui transcende sa peur, se lève et conduit Claire au grenier. Là, sous les poutres poussiéreuses, où l'odeur de vieux bois et de papier ancien flotte, elle révèle une boîte cachée, scellée par Étienne avant sa disparition. À l'intérieur, des documents supplémentaires, plus explosifs encore, des contrats, des correspondances codées, des noms de hauts fonctionnaires français et internationaux impliqués dans le trafic d'armes. En ouvrant la boîte, Sophie tremble, ses larmes refoulées depuis 13 ans menaçant de déborder. Elle confie à Claire, d'une voix brisée mais résolue, que ces documents sont l'héritage d'Étienne, son ultime acte de défi contre la corruption. Ce geste, simple mais chargé de bravoure, marque un tournant. Sophie, malgré la terreur, choisit de protéger la vérité pour laquelle son mari est mort. Claire, tenant ces pages fragiles, sent leur poids comme une sentence. Elle sait que les révéler pourrait démanteler un réseau criminel, mais aussi provoquer un scandale qui la mettrait, elle et sa fille Élise, en danger de mort. Dans ce grenier éclairé par une lune pâle, où chaque craquement semble annoncer un nouveau péril, Claire est confrontée à un choix déchirant, poursuivre la mission d'Étienne ou protéger ceux qu'elle aime. L'adrénaline de l'attaque s'estompe, mais la tension reste, comme un vin trop amer qui lingeait en bouche. Sophie, en remettant les documents à Claire, incarne un courage né du deuil, un refus de laisser la peur éteindre la flamme de la justice. Claire, en quittant la maison, sent le regard d'Étienne, immortalisé dans cette photo, la suivre. La vérité, comprend-elle, est une arme à double tranchant, et dans cette nuit bordelaise, où les ombres murmurent encore, elle doit choisir si elle est prête à en payer le prix. Dans l'enceinte solennelle du palais de justice de Bordeaux, les murs de pierre ancienne, polis par des siècles d'histoire, absorbent les murmures des spectateurs. L'odeur du bois verni et des vieux registres flotte dans l'air, tandis qu'un silence lourd, presque sacré, enveloppe la salle d'audience. Nous sommes en novembre 2025, et Claire Laurent, commandante de police au visage marqué par des semaines d'enquête acharnée, se tient au fond de la salle, les bras croisés, ses yeux fixant le box des accusés. Là, Luc Bernard, le comptable rongé par le remords, baisse la tête, ses mains tremblantes enchaînées. À ses côtés, Marc Dubois, l'homme de main au regard froid, reste impassible, comme si la justice humaine ne pouvait plus l'atteindre. Ce tribunal, avec ses boiseries lustrées et ses vitraux filtrant une lumière pâle, est le théâtre où la quête de Claire pour rendre justice à Étienne Martin atteint un tournant, mais aussi où ses limites se révèlent cruellement. Le procès, qui a captivé Bordeaux, est un moment de vérité partielle. Luc, dont la confession a brisé le mur du silence, écoute la sentence tomber comme une lame, 20 ans de prison pour avoir aidé à dissimuler le corps d'Étienne dans un tonneau de Château du Bois. Ses épaules s'affaissent, et pour un instant, Claire perçoit une lueur de soulagement dans ses yeux, comme si la punition offrait une forme de rédemption à cet homme déchiré par sa propre cupidité. Marc Dubois, le tueur à gages qui a ôté la vie d'Étienne sur ordre de Victor Renaud, reçoit une condamnation plus lourde, la prison à perpétuité. Son visage, dur comme la pierre des murs, ne trahit aucune émotion, mais Claire, en l'observant, se demande si cet homme, dans ses nuits solitaires, ressent le poids de ses actes. Ces verdicts, prononcés par un juge à la voix grave, résonnent dans la salle, apportant une satisfaction amère à ceux qui, comme Sophie Martin, ont attendu 13 ans pour voir les coupables répondre de leurs crimes. Mais derrière cette victoire locale, une ombre persiste. Les documents découverts dans la cave et le grenier de Sophie, ceux qui pointent vers un réseau de trafic d'armes impliquant des figures puissantes, françaises et internationales, ne seront pas évoqués ici. Claire, qui a soumis ses preuves aux autorités supérieures, a vu ses espoirs d'un scandale retentissant s'évanouir sous la pression politique. Les noms des hauts fonctionnaires,
griffonnés dans le carnet d'Étienne, ont été relégués dans des dossiers confidentiels, scellés par des mains invisibles qui protègent les puissants. Dans un bureau discret de la préfecture, un homme en costume, au regard glacial, a averti Claire, certaines vérités sont trop lourdes pour être portées à la lumière. Cette censure, comme un vin frelaté, laisse un goût amer dans sa bouche. Elle sent l'impuissance l'envahir, une douleur familière pour une femme qui a vu trop de collègues brisés par le système. Pourtant, Claire n'est pas tout à fait vaincue. Ses efforts, sa ténacité, ont porté un fruit modeste mais significatif, un nouveau protocole pour protéger les enquêteurs, inspiré par le sacrifice d'Étienne. Ce n'est qu'un pas, mais dans une ville où les secrets se cachent dans chaque verre de vin, c'est une lueur d'espoir. Assise dans la salle d'audience, Claire repense à Étienne, à sa voix enregistrée, à son combat inachevé. Elle se sent déchirée, la justice locale a été rendue, mais les véritables architectes du crime, ceux qui tirent les ficelles depuis les salons feutrés, restent intouchables. Doit-elle accepter cette demi-victoire ou continuer à creuser, au risque de tout perdre? Son cœur, fidèle à la mémoire d'Étienne, lui intime de persévérer, même si le chemin est semé d'ombre. Alors que la salle se vide, les murmures des spectateurs s'éteignent, laissant place au silence. Claire, immobile, regarde les bancs de bois usés, où la justice a été à la fois servie et trahie. Elle sait que ce procès, bien qu'imparfait, est un hommage à Étienne, une preuve que chaque pas vers la vérité compte. Dans ce Bordeaux où les vignes cachent des secrets, elle comprend que la justice, comme un vin rare, demande du temps et du sacrifice, mais que même une gorgée de vérité peut changer le monde. Si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. L'aube se lève sur Bordeaux, baignant les vignobles de Château-du-Bois d'une lumière dorée, comme une promesse de renouveau. L'odeur familière du vin rouge, mêlée de notes boisées, flotte dans l'air, mais quelque chose a changé. Là où jadis un tonneau scellé cachait le corps d'Étienne Martin, un centre de formation pour la jeunesse a vu le jour, ses murs résonnant des rires d'enfants et des murmures d'espoir. En ce matin de novembre 2025, la maison de vin, autrefois théâtre d'un crime odieux, s'est métamorphosée en un lieu de mémoire et de reconstruction. Claire Laurent, commandante de police dont le visage porte encore les stigmates d'une enquête épuisante, marche lentement à travers les allées, ses pas résonnant sur le gravier. Elle est venue assister à une cérémonie qui, pour la première fois depuis des semaines, apporte une lueur de réconfort dans son cœur las. Au centre du domaine, une petite salle d'exposition a été aménagée, ses vitrines abritant des souvenirs d'Étienne Martin, sa carte de police, usée mais digne, une photo de lui souriant sous un chêne, et des extraits de son carnet, où chaque mot témoigne de son combat pour la vérité. Sophie Martin, sa veuve, se tient là, droite malgré les années de chagrin. Ses yeux, autrefois voilés par la douleur, brillent d'une détermination nouvelle. Elle a transformé sa perte en action, fondant la Fondation Étienne Martin pour soutenir les familles des officiers tombés dans l'exercice de leurs devoirs. Lors de la cérémonie, entourée de proches et d'anciens collègues d'Étienne, Sophie dévoile une plaque commémorative, gravée de mots simples mais puissants, Étienne Martin pour la justice, jusqu'au bout. La foule, composée de Bordelais au visage marqué par le temps, observe en silence, certains essuyant une larme discrète. Claire, à l'écart, sent une chaleur inattendue l'envahir, ce lieu, jadis marqué par la mort, est devenu un symbole de résilience. Pour Sophie, cette fondation n'est pas qu'un hommage, c'est une façon de donner un sens à 13 ans de deuil. Elle a traversé des nuits d'insomnie, hantée par l'absence d'Étienne, mais aujourd'hui, elle trouve une forme de paix en offrant aux autres ce qu'elle n'a jamais eu, un soutien face à la perte. Claire, en la regardant parler avec une dignité calme, comprend que le courage de Sophie transcende la douleur. Elle-même, récemment promue au grade de commissaire, porte désormais une responsabilité plus grande. Cette ascension, loin d'être une simple récompense, est un appel à poursuivre la lutte d'Étienne contre la corruption qui gangrène encore les coulisses du pouvoir. Claire sait que les documents d'Étienne, ceux qui révélaient un trafic d'armes international, reposent dans des archives scellées, hors de portée. Cette vérité inachevée la hante, mais elle choisit de croire que la justice ne se mesure pas seulement en condamnation, mais aussi en changement durable.
Debout près de la plaque, Claire repense aux semaines écoulées, l'attaque dans la maison de Sophie, les menaces contre sa propre fille, Élise, et la mort suspecte de Théo Renaud. Chaque épreuve a forgé sa détermination, mais aussi sa lucidité. La justice, comme un vin vieilli en fût, demande du temps, et parfois, elle n'atteint qu'une partie de son éclat. Pourtant, ce centre de formation, ces jeunes qui apprennent ici, et la fondation de Sophie sont des preuves tangibles que le sacrifice d'Étienne n'a pas été vain. Les rires des adolescents, qui résonnent dans la cour, contrastent avec le silence des caves où tout a commencé, offrant une note d'espoir dans cette histoire teintée d'amertume. Alors que le soleil monte dans le ciel, baignant les vignes d'une lumière douce, Claire s'éloigne, le cœur partagé entre satisfaction et mélancolie. Elle sait que des ombres subsistent, des noms puissants échappant encore à la lumière. Mais en regardant la plaque d'Étienne, elle comprend que son héritage vit à travers ceux qui continuent son combat. Dans ce Bordeaux où chaque gorgée de vin raconte une histoire, le sacrifice d'un homme a allumé une flamme, fragile mais tenace, illuminant le chemin pour d'autres. Sophie, en serrant la main de Claire, murmure « il serait fier ». Et dans ce moment, au milieu des vignes, la justice, imparfaite mais réelle, trouve un écho durable. CHMTR, S-Luon Team séançant. À l'aube, le cimetière de Bordeaux s'éveille sous une lumière douce, où les rayons du soleil percent les frondaisons, caressant l'herbe fraîchement coupée. L'odeur de la terre humide et des fleurs fanées emplit l'air, tandis qu'une brise légère murmure entre les tombes, comme un écho des secrets enfin révélés. Devant une stèle de pierre sobre, gravée des mots « Étienne Martin mort pour la justice », Claire Laurent se tient immobile, son regard fixé sur l'inscription. Les épreuves des dernières semaines les menacent, l'attaque chez Sophie, les vérités enfouies dans des documents scellés pèsent encore sur ses épaules. Pourtant, en cet instant, elle ressent une paix fragile. Elle murmure une promesse silencieuse à Étienne, jurant de poursuivre son combat contre la corruption, même si la vérité reste partiellement voilée. À ses côtés, Sophie Martin, entourée de ses enfants, dépose un bouquet de lys blanc sur la tombe, symbole d'une guérison lente mais réelle. Les larmes de Sophie ne coulent plus, elles ont cédé la place à une dignité apaisée, comme si le sacrifice d'Étienne avait enfin trouvé un sens. Alors que le soleil grimpe dans le ciel, un texte apparaît à l'écran, l'affaire Martin a inspiré des réformes internationales, offrant une protection accrue aux enquêteurs courageux. Mais une question flotte, gravée en lettres simples, que feriez-vous face à un secret dangereux? Cette interrogation, laissée sans réponse, invite à la réflexion. La tromperie peut obscurcir la vérité, mais la justice, comme un vin affiné par le temps, finit toujours par briller. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Plongez avec nous dans les ombres de Bordeaux, où chaque vérité a un prix, et chaque sacrifice, une lumière. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.